Sous une route dévastée, aux abords de Sirte, un étroit tunnel de drainage tremble sous la violence des explosions qui résonnent au-dessus. La poussière retombe comme de la cendre. Dans l'obscurité, un homme rampe dans la boue, les os usés et les débris de béton. Ses vêtements sont trempés, son visage strié de sang et le pistolet qu'il tient à la main tremble à chaque fois qu'il tente de le lever. Il s'agit de Mouammar Kadhafi, l'homme qui a régné sur la Libye pendant 42 ans, désormais contraint de se cacher dans un conduit à peine assez large pour qu'il puisse s'y retourner. Dehors, les combattants rebelles se rapprochent, leurs voix résonnant entre les décombres. Ils ratissent la Kouaka, ils ratissent la route à coups de feu, à la recherche du dictateur qu'ils n'osaient même plus nommer. Au-dessus du tunnel, les avions de l'OTAN tournoient comme des vautours autour d'une bête agonisante, les restes du convoi de Kadhafi brûlant encore le long de l'autoroute. D'épaisses colonnes de fumée noire s'élèvent, portant avec elles l'effondrement final d'un régime bâti sur la terreur. Dans le conduit, Kadhafi marmonne. Ses paroles sont frénétiques, décousues, oscillant entre prière et incrédulité. Le dos plaqué contre le béton humide, il tente de se fondre dans l'ombre, tandis que des pas se rapprochent. Quelques heures plus tôt, il avait ordonné à ses hommes de se battre centimètre par centimètre, jurant qu'ils ne se rendraient jamais. À présent, des éclats d'obus logés dans sa jambe et le sang formant une mare sous lui, il s'accroche au mince espoir de pouvoir encore s'échapper. C'est un paradoxe brutal. L'homme qui traitait jadis ses ennemis de rats se retrouve piégé dans un lieu conçu pour évacuer les immondices de la ville. Le monde autour de lui se referme inexorablement, chaque explosion le plongeant davantage dans la panique. Et tandis que les rebelles approchent de l'entrée du tunnel, une seule question plane dans la poussière suffocante. Comment un dictateur qui détenait le pouvoir absolu a-t-il pu en arriver là? 2 mois avant que Kadhafi ne se retrouve à ramper dans un tunnel d'évacuation des eaux, l'effondrement de son monde avait déjà commencé. Fin août 2011, Tripoli, le bastion qu'il avait gouverné pendant des décennies, tomba avec une rapidité fulgurante. Les forces rebelles progressèrent dans la capitale, tandis que les avions de l'OTAN pilonnaient les positions loyalistes. Le 21 août, la ville était perdue. Le complexe qu'il avait jadis rempli de salles dorées et d'abris anti-bombes fut abandonné à la faveur de la nuit. Kadhafi disparut dans le désert avec un cercle restreint de combattants, de conseillers et de membres de sa famille. Le dirigeant qui voyageait autrefois en cortège motorisé s'enfuit désormais dans un convoi dispersé, fonçant vers l'est en direction des derniers bastions qui lui restaient. Caché, il s'accrochait à la résistance. L'Adike, télévision d'État syrienne, diffusait ses messages audio. Sa voix tremblait de colère, tandis qu'il traitait les rebelles de rats et de cafards. Il jurait de se battre jusqu'à la dernière cartouche, promettant que la Libye brûlerait avant sa reddition. Pourtant, au moment même où il parlait, des rumeurs circulaient sur le chaos qui régnait au sein de ses forces. Des commandants étaient en désaccord, des combattants désertaient et les lignes de ravitaillement s'effondraient sous les frappes incessantes de l'OTAN. Son fils, Saïf al-Islam, tentait de coordonner la défense, mais le réseau qui contrôlait jadis la Libye d'un bout à l'autre ressemblait désormais à un organisme agonisant. L'OTAN intensifia ses efforts, traquant les voies de fuite de Kadhafi. Des convois furent de la cible de frappes chirurgicales, des entrepôts incendiés et les communications coupées. Chaque jour, l'étau se resserrait autour de lui. Alors que Tripoli lui échappait totalement, Kadhafi se tourna vers l'est, vers Sirte, sa ville natale, sa dernière ville fidèle et peut-être le dernier endroit où il pensait pouvoir encore mener la résistance. Mais à son arrivée, Sirte se préparait déjà à la guerre. Le siège approchait, les routes se fermaient et les illusions qu'il nourrissait encore quant à la reprise du contrôle s'évanouissaient déjà dans la fumée qu'il laissait derrière lui. Fin septembre 2011, Sirte, jadis symbole de la fierté de Kadhafi, était devenue une ville assiégée. Les rues où se déroulaient autrefois des défilés tremblaient désormais sous les tirs et les immeubles s'effondraient. Les forces rebelles du CNT encerclaient la ville de toutes parts, resserrant l'étau jour le jour. Les avions de l'OTAN vrombissaient au-dessus de la ville,
frappant les dépôts de munitions et les repères loyalistes, ne laissant derrière eux que des toits calcinés et des routes criblées de cratères. Sirte était devenu un champ de bataille où les civils étaient mis pris au piège entre deux assauts successifs. Human Rights Watch a par la suite documenté que les deux camps tiraient sans discernement, transformant des quartiers entiers en zones de mort. Dans cette ville en ruine, Kadhafi se déplaçait comme un fugitif dans le lieu même qui lui servait autrefois de tribune. Ses fidèles le cachaient dans des caves, des maisons abandonnées et des abris de fortune, tandis que les combats s'intensifiaient. Le dictateur qui régnait jadis sur le pays, avec une autorité absolue, changeait désormais de pièce en pièce, souvent à quelques minutes près, avant qu'un nouveau bombardement ne s'abatte à proximité. La nourriture se faisait rare, les munitions s'épuisaient et les combattants fidèles restants étaient exténués, beaucoup blessés et démoralisés. Pourtant, Kadhafi refusait d'accepter la défaite. Il envoyait des messages frénétiques, exhortant ses partisans à nettoyer la Libye pouce par pouce, convaincu que la résistance pouvait encore renverser la situation. Sa voix, qui résonnait autrefois à la télévision d'État, ne faisait plus que résonner dans les couloirs délabrés et les radios hors service. Mais autour de lui, la ville se désagrégeait. Les communications étaient coupées. Les combattants commençaient à se disputer sur la retraite. Même ses plus fidèles gardes voyaient bien que la fin approchait. À la mi-octobre, les rebelles avaient bercé les dernières lignes de défense. Les bâtiments abritant les postes de commandement loyalistes s'effondrèrent sous les tirs d'artillerie. Les derniers refuges de Kadhafi disparaissaient un à un. Le 20 octobre, les rebelles prirent d'assaut son dernier centre de commandement, le contraignant à fuir dans un immense convoi, espérant trouver une issue dans le désert de Sirte. Avant l'aube du 20 octobre 2011, Kadhafi tenta une ultime manœuvre pour échapper à l'étreinte grandissante de la guerre. Ses derniers fidèles formèrent un convoi de près de 75 véhicules et quittèrent Sirte dans une offensive désespérée, espérant percer les lignes rebelles et atteindre le désert. Le plan reposait sur la rapidité et le chaos, mais le ciel libyen ne leur appartenait plus. Quelques minutes après avoir quitté la ville, les appareils de surveillance de l'OTAN suivirent le mouvement. Avions et drones observèrent le convoi s'étirer sur l'autoroute, tel un serpent blessé cherchant à se mettre à l'abri. La première frappe fut rapide. Un missile s'abattit sur un véhicule de tête, projetant des flammes sur l'asphalte. Les combattants se mirent à couvert, mais furent de nouveau touchés lorsqu'une autre explosion ravagea le milieu du convoi. Les flammes engloutirent les voitures, les munitions explosèrent violemment et la route ne fut plus qu'un amas de ferraille. Les survivants abandonnèrent les véhicules et s'enfuirent dans toutes les directions sous le grondement des avions qui tournaient en rond. Le véhicule blindé de Kadhafi fut touché par des éclats d'obus. Les vitres volèrent en éclats. Des fragments de métal lui lacérèrent la jambe et lui éraflèrent la tête. Désorienté et ensanglanté, il fut extrait des décombres par des fidèles qui tentèrent de le protéger de leur propre corps. Ils trouvèrent le seul abri possible, un système de canalisation sous l'autoroute. C'est là, rampant dans la boue et l'obscurité, que la peur qu'il avait longtemps refoulée refit surface. Des témoins se souvinrent plus tard l'avoir entendu marmonner que l'OTAN le voulait vivant pour pouvoir me déshonorer. Ce fut un rare aperçu d'un dirigeant qui, d'ordinaire, dissimulait sa peur derrière des menaces. En surface, les combats cessèrent, juste le temps pour les rebelles de se regrouper. Ils se dispersèrent, inspectant les épaves de voitures et scrutant les bords de la route. Lorsqu'ils trouvèrent les ouvertures des canalisations, ils crièrent dans l'obscurité. La clandestinité était terminée. Le piège s'était refermé. Lorsque les rebelles atteignirent l'embouchure du tuyau d'évacuation, ils tirèrent des coups de semonce dans l'obscurité et sommèrent quiconque se trouvait à l'intérieur de se rendre. Quelques instants plus tard, des combattants loyalistes en sortirent en titubant, les mains levées, leurs vêtements couverts de poussière et de sang. Puis Kadhafi apparut. Il était hébété, boitait, ses vêtements imbibés du sang des éclats d'obus.
l'homme qui avait régné sur la Libye d'une main de fer semblait désorienté, agrippant les épaules des combattants qui le secouraient. Dès qu'il émergea dans la lumière aveuglante du jour, les rebelles se ruèrent à l'assaut. Les caméras des téléphones portables ont tout filmé. Kadhafi a été redressé de force, bousculé et frappé, tandis que des combattants l'insultaient. Certains exigeaient des explications, d'autres réclamaient vengeance. Il leva les mains et murmura « Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Sa voix tremblait entre la confusion et la peur. Un coup à la tête le fit s'écrouler au sol. Les rebelles le rouèrent de coups, le relevèrent et le poussèrent vers une camionnette. La colère qui l'entourait redoublait d'intensité, devenant plus chaotique. Alors que la foule se pressait autour de lui, un combattant lui enfonça une baïonnette. Les images confirmèrent plus tard l'instant. Un coup porté sous le coup de la rage. Kadhafi hurla, se tenant le bas du corps, tandis que la foule se ruait sur lui. Il fut jeté à l'arrière d'un camion et roué de coups, tandis que celui-ci cahotait dans les rues chaotiques de Sirte. Le sang formait une mare sous lui, tandis que des combattants le frappaient à coups de crosse et de poing, certains filmant, d'autres acclamant. Quelque part sur la route de Misrata, un fusil fut pointé près de son visage. Une balle lui déchira l'abdomen. Une autre, la tête. Les rebelles prétendirent plus tard qu'il s'agissait de tirs croisés, mais les blessures racontaient une toute autre histoire. Son règne de 42 ans ne prit fin ni dans un tribunal, ni par un discours d'adieu, mais dans un accès de rage au bord d'une route poussiéreuse. Après que les tirs se furent tus et que la poussière fut retombée, le corps sans vie de Kadhafi fut transporté à Misrata, ville qui avait subi certaines des pires atrocités sous son règne. Il n'y arriva pas comme la dépouille d'un chef d'État, mais comme un spectacle. Les rebelles placèrent le corps dans une chambre froide, du même type que celles utilisées pour conserver les carcasses d'animaux. La nouvelle se répandit instantanément. Des foules se pressèrent dans le bâtiment, formant de longues files d'attente qui s'étendaient à l'extérieur, chacun voulant voir de ses propres yeux la preuve que le dictateur était bel et bien mort. À l'intérieur, les gens défilaient devant le corps, le regard fixé à travers la grès métallique, comme s'ils contemplaient l'histoire figée dans une vitrine. Kadhafi gisait sur un matelas ensanglanté, vêtu encore des vêtements qu'il portait au moment de sa mort. Son fils Muatsim, exécuté peu après sa capture, était exposé à ses côtés. Certains visiteurs prenaient des photos, d'autres crachaient. Quelques-uns restaient silencieux, incapables de comprendre la vision de l'homme qui avait façonné, contrôlé et terrorisé leur pays pendant des décennies. Les réactions internationales furent rapides. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé les circonstances de sa mort et l'exhibition publique qui s'en est suivie, comme une violation du droit international. Les gouvernements ont condamné le traitement infligé à la dépouille, exhortant les nouvelles autorités libyennes à établir les responsabilités et à éviter un cycle de vengeance. Mais sur le terrain, l'émotion était vive. Pour de nombreux Libyens, cette exposition n'était pas une célébration, mais une libération, la confirmation tangible qu'une ère de terreur était enfin révolue. Au bout de 4 jours, les corps disparurent. Les autorités enterrèrent discrètement Kadhafi et Muatsim dans un lieu secret du désert, loin des villes, loin des personnes venues leur rendre hommage et à l'abri de tout risque de transformation en lieu de recueillement. Leurs tombes restent anonymes. Pourtant, la brutalité des dernières heures de Kadhafi soulève une question plus sombre. Lorsqu'une dictature s'effondre sous le poids de sa propre violence, à quoi devrait ressembler la justice? Et dans quelle mesure la douleur d'une nation transparaît-elle dans la manière dont un dirigeant déchu est inhumé?